de vous être déplacés. Il y aura peut-être d'autres personnes qui viendront en cours de soirée. Donc, l'association Djelbana est très heureuse d'accueillir Salah Abadis et Sofiane Hadjadj, presque venus directement d'Alger. Donc, pour la première de notre nouveau cycle de rencontres littéraires qu'on a intitulé D'une rive à l'autre, histoire en partage, vraiment dans l'idée de mettre en avant des histoires, des récits des deux côtés de la Méditerranée. Et puis, Salah Abadis nous racontera son Alger, ou l'Alger à travers son regard, et différentes histoires qui gravitent autour d'Alger. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus. Il sera en dialogue donc avec Sofiane Hadjadj, cofondateur et co-directeur des éditions Barzac en Algérie. Tous deux sont ou étaient au Salon du Livre de Genève. Donc on est ravis de pouvoir profiter de leur passage en Suisse. Salah Abadis, je crois, va continuer son voyage à Paris, à Marseille et peut-être ailleurs. Donc voilà, merci beaucoup de vous être déplacés jusqu'à Lausanne. Donc voilà, ça sera un dialogue entre les deux. Je pense que le public sera invité à participer, à contribuer, à poser des questions, à faire des commentaires. Le livre de Salah Abadis est disponible derrière, et merci aux éditions Payot aussi qui sont partenaires sur le projet, en plus de la Fondation Hirzel qui nous soutient. Donc vous aurez l'occasion aussi de vous procurer le livre de Salah Abadis. Il est là pour des dédicaces et toute autre question que vous auriez. Voilà, donc merci et puis bonne séance. Oui, j'ai encore oublié quelque chose. Donc effectivement, notre cycle de rencontres littéraires est parrainé par Azouz Begag, que vous connaissez peut-être, je l'aurais peut-être dit à la fin aussi, donc auteur, chercheur, ancien ministre français de l'égalité des chances, je crois, sous le gouvernement Villepin. Donc on est très honorés d'avoir le soutien d'Azouz Begag, qui viendra aussi, donc la prochaine rencontre sera avec Azouz Begag. On est en train de fixer une date, donc si vous êtes intéressés, bien sûr, n'hésitez pas à vous tenir informés par notre site internet ou autre par email. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, j'oublie plus rien, je vous laisse la parole. Merci. البحث عن بالكم. قبل 7 سنوات وقبل أن تشتري سلمى شقتها في القبة، كانت قد زارت شقة ثانية قبلها تقع في شارع فرعي صغير بالقرب من مدرسة الفنون الجميلة. شارع غير مرئي تقريبا، اسمه شارع أحمد باي القسنطيني. وبعد تلك السنوات كلها عادت تلك الشقة لمطاردتها في خيالاتها. عندما التقيتها لأول مرة منذ 2 قالت لي سلمى إن الأحلام والخيالات تشكل جزءا كبيرا من حياتها. لم أفهم في البداية، وجدت عبارة حياة حلمية التي كانت تستعملها مبهمة. لم تكن تسير في نومها ولا تقضي وقتها كلها في النوم، بل كانت تتحدث عن أحلام اليقظة. وعندما صرنا مقربين وجدت أنها تقضي أغلب وقتها في الشقة، تنهض باكرا وتجلس متربعة على السرير وتبدأ برسم عشرات السيناريوهات عن أحداث وتفاصيل صغيرة. يبدأ الأمر بخيط صغير تشده فتبدأ قطعة قماش كبيرة بالتفسخ. Cherche balcon désespéré. Il y a 7 ans, avant qu'elle achète son appartement à Cuba, Selma avait visité un autre appart qui se trouvait dans une ruelle vers l'école des Beaux-Arts. Une rue presque invisible, la rue Ahmed Bey de Constantine. Et après toutes ces années, cet appartement est revenu la hanter en rêve. Quand j'ai fait sa connaissance il y a 2 ans, Selma m'a dit que ses rêves et ses affabulations occupaient une part importante de sa vie. Je n'en ai pas compris au début. Elle utilisait une expression que je trouvais obscure, la vie en rêve. Ce n'est pas qu'elle était somnambule, ni qu'elle passait tout son temps à dormir. En fait, elle parlait de rêve éveillé. Quand on est devenu plus proche, j'ai constaté qu'elle passait le plus clair de son temps chez elle. Elle se levait tôt, s'asseyait en tailleur sur le lit et se mettait à concevoir des dizaines de scénarios, à partir d'événements et de détails infimes. Ça commençait par un petit fil, elle tirait dessus et, peu à peu, c'était une grande pièce de tissu qui se déchirait. ما نحسش بالوقت، ننسى روحي ونغيس في حاجات بزاف، تقول لي بعصبية. حتى هنا كان هذا الكلام كله تعبيرا عن حياة داخلية غنية لم تخرج أبدا إلى العلن، ولم تشرك سلمى فيها أي أحد سوى المقربين، وحتى هؤلاء اعتادوا على كلامها التجريدي وثرثرتها عن حياة متخيلة كاملة، وصاروا لا يستمعون لنصف ما تقوله.
قلت لك مش نعرف ندير أنا. Je sais soutenir le néo. هذا هو الطالون تاعي. Je perds la notion du temps. Je m'oublie. Je pars dans plein de trucs, m'a-t-elle dit avec anxiété. Jusqu'alors, toutes ces histoires témoignaient d'une vie intérieure foisonnante qui ne se livrait jamais en public, que Selma ne partageait avec personne, à part quelques proches qui, par habitude de son charabia fantaisiste et de ses mondes imaginaires, n'écoutaient pas la moitié de ce qu'elle disait. Tu veux que je te dise ce que je fais le mieux? Soutenir le néant. Le voilà mon talent à moi. لكن مع الوقت وفي غفلة من الجميع بمن فيهم سلمى نفسها بدأت هذه الحياة الداخلية الغنية تتسلل إلى الخارج وتطفو في الهواء مثل وجود موازن لحياة سلمى اليومية كامرأة شابة تعيش في مدينة الجزائر وتعمل في شركة أدوية وتقبض شهرة أجرية جيدة جدا تكفي لإعالة عائلة كاملة. ورغم أننا كنا نلتقي كثيرا نخرج للمشي أو نركب السيارة ونبتعد نحو ميناء تمنفوس شرق العاصمة أين نأكل السمك ونتمدد على الرمل ننظر للأولاد الصيادين وهم ينظفون الشاطئ الصغير قبل بدء موسم السباحة وإلى الرطوبة تغطي وجه مدينة الجزائر البعيد. لكن ما لم أكن أعرفه وقتها هو أن خيالات سلمى وأحلامها كانت قد خرجت وبدأت تقودها مثل كفيفة إلى أماكن ظلت حبيسة رأسها منذ سنوات. Mais avec le temps, et à l'insu de tous, y compris de Selma elle-même, cette vie intérieure a commencé à se glisser à l'extérieur, à flotter dans l'air. On aurait dit une existence parallèle à la vie quotidienne de Selma, jeune femme, vivant dans la ville d'Alger, employée dans une entreprise pharmaceutique, touchant un très bon salaire, qui aurait pu faire vivre une famille entière. On se voyait beaucoup à l'époque. On sortait, on marchait, ou on roulait en voiture jusqu'au port de Tamanfous, à l'est d'Alger, pour manger du poisson et nous allonger sur le sable, en regardant les enfants des pêcheurs nettoyer la petite plage avant le début de la saison, pendant que la brume voilait le visage d'Alger au loin. Ce que je ne savais pas alors, c'était que les affabulations et les rêves de Selma s'échappaient en dehors d'elle et qu'il la conduisait, comme une aveugle, vers des lieux qui étaient prisonniers dans sa tête depuis des années. Merci. Bonsoir. Merci à l'association Djel Bana de nous accueillir et à Sarah Dekish d'avoir rendu possible cette rencontre. On est très heureux, évidemment, toujours de pouvoir parler de littérature, de pouvoir présenter des livres, de présenter des auteurs. On a voulu commencer par une lecture pour un peu faire entendre la musique, le ton, comme ça l'a souvent, le ton d'une écriture, son esprit, son atmosphère, des lieux et des personnages. Alors on va organiser la rencontre de manière très simple. Je vais d'abord présenter Salah Badis, qui est né en 1994, c'est l'année de ses 30 ans, une grande date, à Alger, qui a grandi à Alger, qui a suivi des études scolaires au lycée à Alger, universitaire aussi, en sciences politiques, qui est tout à la fois, je dis tout à la fois parce que ça recouvre un champ assez large, mais en même temps très cohérent. Il est un poète, il a publié un recueil de poésie en 2017. Il est nouvelliste, il a publié donc ce recueil de nouvelles en langue arabe, donc de langue arabe, en arabophone, en 2019. Il est aussi journaliste, il travaille dans la presse, dans la presse culturelle notamment, dans un site arabe internet, Rabtalatin, et notamment dans la chanson, dans la musique, dans les cultures urbaines, dans les cultures underground, parallèles, et notamment la musique raï. C'est un des plus fins connaisseurs maintenant en Algérie de la musique raï, qui est une musique qui existe évidemment depuis une cinquantaine d'années, qui est maintenant un mouvement mondial. Et je vous invite d'ailleurs à écouter récemment un podcast sur France Culture, un podcast de 4 épisodes dédiés au raï, où il intervient très très souvent tout au long des 4 épisodes de ce podcast.
Donc journaliste et aussi enfin traducteur de du français vers l'arabe. Il a traduit de nombreux textes et notamment 2 livres dans le cadre de la maison d'édition. Un roman de Joseph Andras, de nos frères blessés, un roman qui est paru en 2016 en France sur Actes Sud, et qui se passe durant la colonisation et qui raconte la mise à mort d'un militant communiste algérien, français d'origine européenne, Fernand Yveton. Et donc c'est un roman extraordinaire qu'il a traduit aussi vers l'arabe. Et un récit de Éric Vuillard, écrivain français aussi, publié aussi chez Actes Sud, qui s'appelle Congo, qui revient sur la colonisation en Afrique et notamment la partition du Congo. Donc c'est tout cet univers-là du journalisme, de la poésie, de la nouvelle, de la traduction, de la culture, de la musique, qu'on retrouve et qui fait un peu toute la particularité, je crois, de son travail littéraire. Et aujourd'hui, on dit travail littéraire comme si les écrivains et les créateurs souvent utilisent le mot travail. Mon travail, c'est de faire ceci, comme s'ils étaient des ouvriers. C'est un des traits de notre époque, que les artistes et les créateurs œuvrent, essayent de creuser un sillon, de faire un certain travail. Et son travail, je dirais, son parcours littéraire est en train de l'emmener justement sur le terrain à la fois du réalisme par le biais du journalisme, à la fois par la traduction de la multiplicité des langues. On a entendu dans ce court extrait d'une des nouvelles de ce recueil où à un moment donné, elle dit, l'héroïne dit tu sais ce que je suis, je soutiens le néant, et donc c'est un mot qui est directement en français dans le texte. Et donc la poésie, la musique, le journalisme, tout ça crée, je crois, et l'arrière-plan qui soutient un peu ce que essaye de chercher. Je préférais au travail de recherche littéraire, ça bâtisse à travers ces textes. Je lisais un premier recueil de poésie, un tout petit recueil de poésie, mais qui a eu un certain écho en Algérie, qui a posé un peu les jalons de son écriture. Puis un recueil de nouvelles qu'il a écrit en une saison, en gros entre les États-Unis et l'Algérie, lors d'une résidence d'écriture, puis en Algérie évidemment. Et donc c'est ce recueil de nouvelles dont on va parler, qui est paru donc, il y a 6 mois, en France et en Algérie, dans le cadre d'une collection qu'on a initiée en tant qu'éditeur en Algérie avec un éditeur français, Philippe Bey, une collection qui vise à publier des textes arabophones en traduction française, d'auteurs de fiction du Maghreb, pas du monde arabe, mais du Maghreb précisément, avec l'idée que la littérature maghrébine dans l'imaginaire, que ce soit au Maghreb, mais aussi dans l'espace francophone, c'est une littérature qui est naturellement francophone, parce que les grands auteurs du Maghreb, à partir de la fin des années 40, jusqu'à encore il y a une vingtaine d'années, les grands auteurs sont des auteurs francophones, en raison de la colonisation évidemment. On citera quelques-uns, Mohamed Dib, Ouassel Jabal, Katim Yassine, jusqu'à, on va dire, Yasmine Khadara récemment, Kamel Daoud, Tahar Benjelloul, et d'autres évidemment. Sauf que la sociologie et la démographie du Maghreb fait que depuis maintenant une trentaine, quarantaine d'années, ce sont des pays qui se sont arabisés. Au fur et à mesure, le système éducatif, la vie politique, la vie culturelle, c'est largement est devenu largement arabisé. Mais quel arabe, justement, toute cette question, le Maghreb, ce sont des pays qui sont originairement berbères, des pays arabisés, des pays colonisés, des successions de vagues de conquêtes, la conquête arabe, la conquête ottomane, la colonisation française, évidemment la conquête romaine, il y a 2000 ans, avec des populations hétérogènes, des origines berbères, je disais, juives, chrétiennes, et d'autres. Et donc ce sont des pays qui sont traversés par des courants comme ça, des courants d'histoire, de l'histoire politique, douloureuse, évidemment, mortifère, violente, comme celle de la colonisation française, mais des courants aussi linguistiques, culturels. Et je crois que ça aussi par sa génération et vraiment intervient au moment où cette génération est en train de prendre à bas le corps. Je ne sais pas si c'est un héritage, je ne sais pas si c'est un patrimoine, je ne sais pas si c'est une mémoire. En tout cas, c'est un palimpseste. Ce sont des couches archéologiques qui sont superposées de ce Maghreb, de cette Algérie. Et aujourd'hui, je crois que la création, qu'elle soit littéraire ou musicale ou cinématographique,
ne peut pas faire l'économie de ce palimpseste, de ces couches archéologiques superposées. Et évidemment, chaque créateur va traduire ça à sa manière, à sa sauce, à sa façon. Donc, des choses qui arrivent. C'est un recueil de nouvelles qui est paru en 2019 en langue arabe aux éditions Al-Mutawassit, qui est un éditeur très particulier dans le monde arabe parce que c'est un éditeur irakien, mais qui est installé en Italie. Donc c'est une maison d'édition qui est un pied à Milan, un pied à Bagdad. Ça, c'est la mondialisation, c'est la globalisation, c'est la migration, c'est les gens qui traversent les frontières, comme Dar Jamal, qui est aussi un autre éditeur qui lui est en Allemagne. Aujourd'hui, le monde, et le monde arabe aussi, est traversé par ces questions de flux, de migration, de traversée des espaces et des cultures. Donc c'est un recueil qui est paru à ce moment-là. 9 nouvelles qui ont la particularité de se passer dans une période de temps, je dirais, de l'Algérie contemporaine, les 30 dernières années. Ça couvre de la fin du milieu des années 90, ce qu'on appelait la décennie noire, les années de terrorisme, de guerre civile en Algérie. Et ça remonte jusqu'aux années 2018-2017, la fin des années Bouteflika, du président Bouteflika, lors de son 4e mandat. Et ce sont des nouvelles, et ce sont donc des tranches de vie. Et je crois que ça va être un peu la première question pour commencer la discussion, pour te demander comment tu as commencé à réfléchir à ce recueil de nouvelles au milieu des années 2010, 2014, 2015, dans ta trajectoire d'écriture, en tant qu'Algérien, mais surtout algérois, je crois, dans la définition très large de ce qu'est algérois, puisqu'en fait tu viens de la banlieue d'Alger, de la banlieue est d'Alger plus exactement. Comment tu as commencé à réfléchir à ce travail, à ce recueil? Merci pour la présentation. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'association Djelbana pour leur invitation et merci au public d'être là. Donc, je ne sais pas comment j'ai... Il y avait l'envie de raconter quelque chose de raconter des vies, des tranches de vie, des pans de vie que je ne trouvais pas forcément et souvent dans la littérature que je lis, un peu plus dans le cinéma, surtout avec la nouvelle génération, surtout dans le documentaire en Algérie, mais dans la littérature, pas beaucoup. En même temps, c'est pas juste l'histoire, c'est pas raconter un personnage, c'est pas raconter une vie, mais comment, c'est quelle langue, comment tu as dit le travail. Oui, peut-être l'écriture c'est un travail, c'est pas un métier, mais c'est un travail. Travailler la langue, comment on travaille la terre. Et il y avait cette envie-là. J'avais publié une petite plaquette de poésie avant qui parle d'Alger. Si je traduis le titre, c'est La mélancolie des paquebots. J'ai volé une phrase à Flaubert et je l'ai détournée, mais c'est en arabe, et qui raconte un peu Alger. C'est un comptoir maritime, mais souvent quand on parle en français d'Alger, on dit Alger la blanche, parce qu'on parle de la ville coloniale, le centre-ville. En même temps, moi je viens de la banlieue d'Alger. Et je pense, si on veut raconter les villes, on commence à les raconter par la périphérie, par les lignes de train, justement par la porte de l'extérieur. Rousseau, il a un très beau texte repris par Pierre Sanso, c'est un sociologue français, dans son livre La poétique de la ville, sur l'arrivée du voyageur par une porte extérieure de la ville. Il y a même le peintre américain Edward Hopper, il a une très belle peinture qui parle justement des rails de train dans une banlieue américaine. Donc, je voulais juste raconter des choses comme ça, mais avec quelle langue? Donc oui, l'arabe, mais pas l'arabe soutenu, ou l'arabe soutenu, mais plus autre chose. Comme à Alger ou dans les grandes villes en Algérie, on parle
un dialecte où il y a l'arabe, il y a un peu le berbère, il y a des mots français arabisés. Donc, comment utiliser ça? En même temps, il y avait la question. Parce qu'avec la poésie, la question de la narration, elle est toujours. Il y a toujours un doute ou un danger que la narration, elle va prendre le dessus sur le lyrique, sur la poésie. Donc, j'avais envie de faire ça, la fiction, la narration, et questionner autre chose. Les classes sociales en Algérie, parce que ça dépend. Moi, jusqu'à maintenant, je m'amuse à, quand on construit un personnage, je pense que c'est le cas chez vous ici en Suisse, ça dépend de la région, le canton, ça dépend de la classe sociale. Est-ce qu'il parle une langue soutenue? Est-ce que ça va parler un dialecte allemand, italien, français? C'est la même chose en Algérie, on n'a pas beaucoup de langues aussi, si on va compter les dialectes arabes et berbères. Donc, un personnage comme Selma, dans cette nouvelle, qui est ingénieure, elle travaille dans le pharma. Souvent, elle parle en français pour formuler ses idées, ses références, etc. Donc, il y avait cette envie-là de raconter des vies et des cartographies linguistiques, de classe sociale, mais surtout de la ville, donc la cartographie réelle d'une ville. Alors, tu parlais du personnage de Selma qui est dans cette nouvelle, mais ce sont des personnages qui ne sont pas les mêmes, évidemment. Il y a des générations très différentes. D'abord, il y a des jeunes, très jeunes, 20 ans. Il y a des plus ou moins vieux, des gens qui sont à la retraite, on va dire. Mais je crois que ce qui rapproche tous ces personnages, chaque histoire, ce sont des tranches de vie. Mais moi, je dirais, ce sont des trajectoires, surtout. Les personnages bougent tout le temps, hein, en voiture, ça marche, ça prend le train, ça convoie des voitures, ça parle de voitures, etc. Mais je crois que ce qui rapproche les personnages, c'est le rêve. Il y a toujours une dimension du rêve. Soit on rêve à quelque chose, soit on rêve et on revient en arrière dans le passé, soit on est dans le fantasme de quelque chose. On rêve de posséder une maison avec un balcon, on rêve d'aller à une soirée et de sortir de cette banlieue et d'aller dans un autre monde, parce qu'il y a des personnages, de jeunes personnages qui se sentent exclus d'une certaine classe sociale. Je crois que tes personnages sont tous un peu en recherche comme ça d'une autre vie. C'est-à-dire ce couple, évidemment, la première nouvelle de ce couple, de ce jeune couple qui a un rêve très étrange et en même temps très beau et très drôle, c'est qu'il rêve d'ouvrir une laverie et qui cherche un nom à cette laverie. Donc, est-ce qu'on pourrait qualifier des personnages qui sont comme ça, qui sont comme voilà, suspendus dans leurs pensées, dans leurs rêves, dans leurs chimères, dans leur nostalgie? Madame Jouzi, par exemple. Justement, si on va prendre le rêve dans un sens un peu large, Oui. donc le rêve, le songe, par exemple. Moi, j'ai fini ce livre juste avant l'insurrection ou le mouvement de protestation en 2019 en Algérie qu'on appelle le Hirak. Par exemple, avec le Hirak, j'ai appris, j'étais journaliste, je faisais des reportages et tout, donc on écoutait souvent des militants de l'ancienne génération qui disaient « Ah, ça sert à quoi la politique ?» Bon, j'ai fait Sciences Po, mais j'avais plusieurs réponses. Après, il y avait cette réponse que là, ça sert à ouvrir une fenêtre, ça sert à ouvrir une brèche pour changer les choses. En gros, ça sert à donner sens au rêve. Parce que si on va changer les choses, si on peut rêver déjà, c'est ça. Et j'ai fini le livre avant cette date. Et à un certain moment, avec le recul, ça sert à quoi aussi la littérature? Ça sert à la même chose presque. Même si on ne va pas parler politique, je dis les classes sociales et tout, mais ce n'est pas du réalisme social. Ça sert on me dit que souvent les nouvelles, pourquoi c'est des fins ouvertes. Mais c'est des débuts ouverts. C'est pour ça que c'est une trajectoire. Alors, je mets la caméra, si on va parler langage cinéma, dans un moment, il n'y a pas de prélude, dans un moment de vie, dans un moment, dans une situation,
et on suit l'histoire et on va laisser le personnage. Il n'y a pas de réponse à la fin, mais comme il n'y a pas de question au début aussi. Donc, il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de question. Et comme dans le journalisme, on nous dit souvent avec les rédacteurs en chef, quand on écrit quelque chose qui s'approche un peu de la littérature, non, plus bas. On utilise ce terme-là, plus bas, parce que le journalisme, c'est le réel, c'est le réalisme, donc c'est la terre, c'est pas le ciel. Donc il te dit plus bas. Avec la littérature, on va essayer de faire, oui, plus bas, mais aussi un peu plus haut, ou les deux en même temps. On a nos amis des éditions d'en bas ici. Et c'est un peu ça, c'est entre le bas et le haut, il y a quoi? Peut-être c'est ça le lien, c'est ça le fil que Selma tire pour ses rêves et tout. Et je pense dans une ville ennuyeuse comme Alger, je dis pas ça parce qu'elle est ennuyeuse, mais je pense chacun quand il parle de sa ville va dire que c'est une ville ennuyeuse. Les gens passent leur temps dans les embouteillages ou quand ils ont un problème avec la bureaucratie, l'administration, à rêver, à partir ailleurs. Il y a des gens qui fument des joints ou ils boivent pour faire ça. Il y a d'autres qui juste comme Selma, imaginent des trucs. Donc, c'est quoi l'échappatoire? C'est quoi la fenêtre? Donc, c'est un peu ça. Quel lien tu trouverais entre les générations de tes personnages? Je disais, il y a des générations des vingtenaires qui, au milieu des années 2015, justement, s'ennuient, cherchent à faire la fête. Il y a Madame Jouzi, il y a Monsieur Karimou, ça c'est une autre génération qui a un autre type de discours. Tu as un éditeur qui publie des manuscrits anciens. Tu as comme ça une série de personnages. Au début, on est un peu désarçonné parce que les générations sont très différentes. Et en même temps, il y a comme un fil d'Ariane qui les relie. Je disais peut-être la question du rêve, de la fantasmagorie, pas le fantasme, mais la chimère, l'échappatoire, comment on peut s'échapper d'ici. Et il y a peut-être la langue, tout simplement, ce travail qui revient d'une nouvelle à l'autre sur la langue, sur les langues, sur la musique, et tu disais, sur le ton. Ce que tu cherchais, tu disais, c'est le ton. T-O-N. T-O-N. Je pense, oui, déjà que ce qui les lie, bon, ils sont déjà algérois, ils habitent Alger, sa banlieue, et c'est des gens qui ont chacun à sa façon, mais ils ont des manières de parler. C'est des gens qui parlent, pas forcément beaucoup, mais ils ont comme ça des punchlines. C'est comme ça qu'on commence à écouter un personnage dans ma tête. C'est à un certain moment, on a l'histoire, on a le sujet. Donc l'histoire, le sujet, mais ça fait rien si on n'a pas le temps, si on n'écoute pas cette petite voix du personnage qui, par exemple, ce personnage-là de Selma, c'est venu avec cette phrase « Je soutiens le néon ». Donc soit c'est une phrase que j'écoute, ou soit c'est une phrase que j'ai entendue quelque part, on m'a raconté, et j'ai noté ça. Parce qu'il y a toujours un carnet ou le téléphone pour noter des phrases comme ça. Et ce qui les lie, je pense, c'est ça, c'est un peu ce côté-là. On va dire, c'est la curiosité. Donc, soit c'est des gens qui parlent beaucoup, ou c'est des gens qui sont curieux. Donc, même les plus timides, parce que si on n'est pas curieux, il n'y a pas je sais pas moi, toute l'histoire de la littérature. Si Hamlet de Shakespeare n'était pas curieux, il aurait pu dormir à 9h et puis il n'y aura pas Hamlet de Shakespeare. Si, je sais pas, toutes les histoires, s'il n'y a pas ce truc-là de curiosité, d'aller voir un peu plus, donc il n'y aura pas d'histoire. Et donc, je pensais ça, c'est la ville, la langue, comment ils parlent et la curiosité. Tu disais, tu commençais à écrire ces histoires parce que quand tu as réfléchi à ton recueil de nouvelles, c'est de dire, c'est des choses que je lisais pas. Il y a une frustration aussi, évidemment.
un écrivain ou un créateur va toujours faire ce que les autres ne font pas. Et c'est le principe même d'essayer d'innover, d'apporter quelque chose parce qu'on est insatisfait de choses qui ne sont pas faites et on veut les faire. Et c'est le principe même. Mais tu dirais par rapport à la littérature algérienne, qui a une grande histoire, qui a une histoire, je ne sais pas si elle est grande, mais c'est une vraie histoire, en tout cas, la littérature algérienne, francophone, la littérature moderne, en tout cas francophone au début, arabe aussi, qui est devenu arabe, arabophone, qui a des influences nombreuses. Tu te situes comment par rapport à cette histoire? Et dans ta démarche d'écriture, où justement, voilà, vous allez voir dans le recueil, il y a de nombreux extraits qu'on a gardés en langue arabe dans le texte, pour la simple et bonne raison que parfois ils étaient en français dans son texte à lui, et donc on les a remis en arabe dans ce texte-là, ou quand il y a des extraits de chansons d'arabe ou d'extraits du Coran, ou de musique, de chansons, ou de chants de supporters, comme ce sont des chants qui sont entendus en arabe, on les a mis en graphie arabe, et ce n'était pas simplement une coquetterie, et même si le lecteur ne comprend pas et ne lit pas et ne déchiffre pas la graphie arabe, c'était aussi pour dire que, attention, cet auteur, quand il a cette démarche, et aujourd'hui on le voit de plus en plus dans des textes qui viennent de Chine, d'Amérique latine ou d'autres langues dites exotiques, on trouve justement des transcriptions de cette langue-là. Et de dire que ça fait partie de la démarche. Et c'est une façon de faire qui est assez, je dirais pas nouvelle, parce qu'il y a eu des auteurs qui le font dans le monde arabe, mais quand même, tu fais une partie d'une génération qui revendique justement cette démarche d'introduire les idiomes. Je ne sais pas si c'est les dialectes, mais en tout cas les parler, les niveaux de langue. Le parler, il y a la langue de la chanson, il y a la langue du stade, il y a la langue du journal télévisé, il y a la langue de la prière, il y a des langues C'est pas kiff-kiff. qui ne sont pas les mêmes, mais quand on est écrivain, le travail de l'écrivain, c'est quand même de produire un texte qui soit lisible, c'est pas simplement de faire un laboratoire. Un patchwork. Un patchwork et avec des dosettes comme ça, de faire le docteur Frankenstein ou de faire le docteur Jerry et Mr. Love, quoi. On est aussi là pour proposer au lecteur quelque chose de... Donc, pour revenir à ma question, comment tu te situes par rapport à cette tradition, cette histoire littéraire algérienne, et par rapport à des auteurs, si on cite Kateb Yassine, Jean Sénac ou Tahar Loutal pour la langue arabe, toi, comment tu viens te poser là-dedans et cette recherche, cette démarche sur les langues? Déjà, tu as cité les noms de grands écrivains. Je ne sais pas, je ne me situe pas, sincèrement. C'est par exemple... déjà. Par exemple, pour la littérature algérienne, francophone ou de graphie française, il y a un travail magnifique qui a été fait par des gens comme Kateb Yassine, par Jean Sénac, par des écrivains contemporains comme Chouki Ammari, comme Mustapha Ben Fodil, comme Yamina Meshakra, comme Assia Djebbar dans certains de ses livres. Ce qui m'a poussé, bien sûr, chaque écrivain ou chaque artiste, quand il fait quelque chose, il va dire « je veux apporter quelque chose ». Mais ce qui m'intéressait, moi, c'est que à chaque fois que je lis un texte, et souvent, on ne va pas dire à chaque fois, mais souvent quand je lis un texte, même pour des auteurs qui ne sont pas algériens, quand on passe à l'écrit, on sent qu'on aplatit la langue. Parce que c'est pas pareil. Quand on parle comme ça, on va dans tous les sens. Mais quand on écrit, on essaye de bien écrire, comme à l'école, parce qu'on a appris ça à l'école. Et aplatir la langue, c'était vraiment gênant pour moi. Genre, on commence je sais pas, il y a des écrivains magnifiques, mais il fait parler des personnages en français. Il écrit en français, il fait parler des personnages en français. Et moi, dans ma tête, depuis le lycée, c'est un mécanicien, il ne va pas parler en français. Ou je sais pas, c'est un imam de mosquée, il ne va pas parler en français.
C'est pas l'imam Chelroumi qu'on voit sur Beurre FM. C'est un imam dans un quartier ou dans une petite ville en Algérie, et même dans la plus grande mosquée d'Alger, il ne va pas parler en français. Pourquoi il parle en français? Ou même pour l'arabe, genre on va faire des dialogues. Donc le problème c'est avec les dialogues au début. Mais après, c'est pas que le dialogue, parce que j'ai envie d'écrire autrement, je sais pas ce que je le fais ou pas, mais il y a toujours cette question-là. Après, se situer, je sais pas, par exemple, Tahar Outar, tu as cité Tahar Outar qui est l'un des premiers écrivains algériens qui ont publié des romans en arabe dans les années 70. Donc c'est avec Abdelhamid Ben Haddouga, c'était un peu les pères de la littérature arabophone en Algérie. Donc il faut voler des trucs à ces gens-là. Pas copier, pas imiter, pas pasticher, il faut voler. Par exemple, Tahar Outar, il a un roman, oui, je sais pas magnifique ou pas, il s'appelle Zilzal, le séisme. Donc, mais en même temps, Tahar Outar et ces gens-là ont vécu au moment du socialisme spécifique en Algérie, où il fallait faire des romans ou de la littérature avec un sujet. Donc, il fallait traiter un sujet. C'est pas juste parce que le parti unique vous impose ça, mais parce que c'est ça, c'était l'ère du temps. Donc, on fait plus avec le sujet, mais moins avec l'histoire. Mais est-ce qu'on va faire maintenant plus d'histoire et moins de sujets? Est-ce qu'on va faire du surréalisme? Je ne sais pas. Donc, mais Tahar Outar, quand on lit bien Tahar Outar ou Katib Yassine, on sent que ces grands écrivains, il y a quelque chose dedans. Par exemple, j'essaye de relire les romans de Tahar Outar depuis un moment. Vous pouvez le lire en français. Il est traduit par Marcel Bois, qui nous a quittés il y a quelques années. C'était un prêtre français qui est resté en Algérie et qui était vraiment le premier traducteur de la littérature arabophone vers le français, Marcel Bois, B-O-I-S. Quand je lis Tahar Outar, par exemple, Noces d'un mulet, c'est ça? Urs Baghl, je trouve que ces personnages, ils ressemblent beaucoup à des personnages personnages dans des poèmes maghrébins médiévaux, où toujours on a le vieux. Il y a un vieux sage, mais en même temps qui n'est pas facile. Il y a des jeunes qui pensent qu'ils vont avoir raison de ce vieux-là, comme des poèmes chantés souvent dans la musique shabi, ça veut dire populaire, algéroise. Le Harraz, c'est un titre d'un poème. Je trouve que par exemple, Tahar Outar, il a utilisé, alors qu'avant je lisais Tahar Outar comme, peut-être c'est des manifestes du parti, il parle de la révolution agraire, ou je sais pas, le temps de Boumedienne, etc. Donc il faut juste bien lire. Moi je me situe pas, je sais pas, moi j'essaye de faire des choses, pas encore, peut-être quand il y aura des gens qui vont écrire sur ce que je fais, ils vont me situer, mais j'appartiens à ça, à la littérature francophone ou de graphie française, mais en même temps de graphie arabophone. Jean Sénac, tu as cité Jean Sénac, c'est peut-être le plus grand poète algérien, il est d'origine européenne, c'est pour ça qu'il s'appelle Jean, mais il est algérien. Et en traduisant, je connais Sénac depuis 10 ans, son œuvre bien sûr, il est décédé en 73. J'essaye depuis 10 ans de traduire Citoyenne de beauté, très beau poème, long, lyrique, c'est une cartographie de l'Algérie, mais pas que, de la Méditerranée aussi. Genre, il nous parle du bleu. Le bleu de Tolga qui est dans le désert, c'est pas le bleu de Alger, qui est le bleu maritime. Et depuis 10 ans, j'essaye de traduire ce poème. Je suis pas pressé. J'ai traduit mot à mot et j'essaye de changer à chaque fois. Et ce poème est connu souvent pour un vers qui dit tu es belle comme un comité de gestion. Parce que c'était l'ère du socialisme, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est très intéressant parce que ce vers est très connu, on s'est beaucoup moqué. Oui, on s'est beaucoup moqué de ce vers. Et en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond, surtout qu'il dit tu es belle comme un camion plein de rire. Et ceux qui ont vu ou qui connaissent les images de l'indépendance d'Algérie en juillet 62, ils voient les camions pleins de gens en train de rire, contents. Mais c'est le camion plein de rire. Tu es belle comme un boucher qui affiche des prix bas. Tu es belle comme le jasmin dans la rue d'Ahmed. Tu es belle comme Jean qui sur une pierre pose une autre et nomme la terre. C'est lui, il parle de lui. Et c'est ça le geste de construction d'un pays dévasté par le colonialisme. Donc moi j'appartiens à cette tradition où j'espère
Voilà. On peut parler je disais, il y a différentes générations. Il y a une génération qui est celle, je dirais, des années... الخيط. La génération des années 90, mais j'aimerais qu'on se rapproche un peu plus des années 2010, parce que je crois que c'est là où ton recueil de nouvelles tes textes touche, je crois, au plus fort, au plus juste d'une époque, d'un temps, de cette jeunesse, 20 ans, 2010, 2015. Tout à l'heure, tu as cité ton recueil de poèmes, La mélancolie des paquebots. Tu disais les paquebots qui sont stationnés comme ça sur le port d'Alger et qu'on vient regarder. Ils sont stationnés et évidemment, on rêve qu'ils partent et qu'ils s'en aillent, mais en même temps, on a l'impression qu'ils sont un poids mort. Il y a cette dimension du poids mort, du temps qui s'arrête, et où il ne reste plus que quoi? Qu'il ne reste plus quoi pour ces jeunes de 20 ans dans les années 2010? Il leur reste, je ne sais pas, d'essayer de faire la fête. Et c'est très compliqué de faire la fête, de trouver les lieux, parce que si on fait la fête et qu'on va la nuit quelque part, comment on rentre chez soi? Ou alors on rêve de partir. Et il y a une espèce de spleen, une espèce de blues, de mélancolie comme ça, qui traverse ces jeunes personnages, des jeunes couples qui essayent de s'aimer, qui n'arrivent pas à s'aimer, parce que les codes ne sont pas là, parce que la société l'empêche. Tu as une attention particulière pour cette génération-là, quand même, qui est un peu la tienne, mais pas tout à fait non plus. Les Américains, comme ils expliquent tout et ils résument tout, ils disent souvent sur les histoires d'amour, she and he stories. Elle et il, une histoire qui parle de, voilà, elle et il ou il. Mais parce que je peux dire que le moyen d'expression souvent qui est répandu en Algérie, c'est la chanson. Et on peut vraiment faire une chronologie de cette société, de ces régions. On a avec nous un ami, Jaber Debzi, qui a produit il y a quelques années un magnifique film documentaire de Jamal Karkar qui s'appelle Atlal. Et dans le film, ils ont travaillé sur la mémoire des années 90, donc de la guerre civile. Il y avait une très très belle bande-son qui raconte le rail de ces années-là, parce que c'était l'âge d'or de la musique raï, qui vient de l'ouest du pays. Et souvent, la musique, c'est ça le sujet, c'est l'amour, comme toutes les chansons, comme toutes les musiques dans le monde. Mais pourquoi parler de cette génération qui est dans les années post-guerre civile, mais en même temps début des années 2010? Parce que c'est ma génération, mais aussi... Moi, j'ai commencé l'écriture un peu tôt, donc on va dire que c'est ma génération, mais par adoption. C'est parce que j'avais envie de raconter ça. Je voyais je travaille dans le journalisme, je vois des histoires, les gens me racontent des histoires. Moi, j'ai des sensibilités. Et l'Algérie, c'est particulier, c'est un géant dans l'Afrique du Nord, mais c'est coupé du monde arabe. C'est coupé de l'Europe, coupé de l'Afrique. On n'est pas vraiment nombriliste comme les Égyptiens ou d'autres peuples de notre région, mais on s'en fout des autres, comme ça. On s'en fout des autres. Le pays est fermé. Les Européens ne nous donnent pas de visa. Nous, on ne donne pas de visa aux Européens parce qu'on a le pétrole, on a le gaz, on n'a pas besoin du tourisme ou quelque chose comme ça. Et donc souvent, quand il y a des étrangers qui vont raconter un peu l'Algérie, c'est foutu. C'est pas du tout. On commence comme ça à prendre des clichés de jeunes gens de dos. Et les gens regardent la mer. C'est pour ça que j'ai parlé des paquebots dans le premier recueil. Et ils rêvent de partir. Oui, tout le monde rêve de partir. Genre, tout le monde, dans n'importe quel pays dans le monde, on rêve de partir, de changer de lieu. Pas tout le monde, mais pas que ça. Pas que partir. Comment on exprime ça? Comment on parle de ça? Il faut prendre le temps. Et moi, les gens qui ne prennent pas le temps de parler d'une chose ou d'expliquer une chose, surtout, ça me fait chier. Donc, il fallait parler de ça pour vraiment... comme j'ai dit, c'est un grand pays et on n'a pas eu Internet à temps
Pour certaines classes sociales, pour certaines villes, oui, mais par exemple, la 4G, il fallait 2014, 2015 pour avoir la 4G sur son téléphone. Plus tard, 4G. Euh, 2020, 4G. la 3G, pardon. 3G. La 3G. Et ça, c'est important. Euh, euh, Par exemple, on rencontre des gens de la diaspora ou des Algériens qui vivent ailleurs. Et là, avant de venir, j'ai laissé des cousins à ma femme. Ils ne sont pas venus depuis 30 ans. Et vraiment, ils pensaient, alors qu'ils vivaient à Nice, genre, l'autre balcon de la Méditerranée. 5 minutes. Et ils avaient plein de clichés, plein d'images sur l'Algérie. Et à un certain moment, tu n'as même pas envie d'expliquer. Parce que normalement, il y a Internet, il y a tout. Mais les gens, la distance, et ils sont venus à Alger, ils sont partis à Bdjaïa, après à Janet, qui est dans le sud. Ils étaient comme ça, genre, ils avaient des cœurs dans les yeux. Et il faut venir pour écouter, prendre le temps de voir les gens. Parce que souvent, quand on parle aussi de l'Algérie, on parle de la guerre de libération. La Suisse, pour nous, c'est quoi? C'est le chocolat, c'est les montres et c'est les accords d'Évian. 61, 62, parce qu'il y avait... c'est ça qu'on a décidé, on a négocié l'avenir du pays. Mais quand on vient en Suisse, par exemple, moi je suis venu ici, la première chose qui m'a intéressé, c'est le volontariat. 2 fois, la personne qui me récupère de la gare ou de l'aéroport, dans les 2 cas, c'était une femme. La première géographe, la deuxième prof de français, et qui va me conduire vers l'hôtel et vers le festival, et qui me dit non, je ne suis pas organisatrice, je fais du bénévolat ou du volontariat, j'ai oublié le mot exact. Je suis bénévole, je fais ça parce que j'ai du temps. Donc, je vois une autre image de ce pays. Je connaissais Robert Walser, je ne suis pas un culte, mais j'ai vu une autre image de ce pays. Donc, je voulais raconter l'histoire de cette génération, en même temps raconter la plupart des Algériens ne vivent pas dans le centre, ne vivent pas dans les bâtisses coloniales, ils vivent dans les petites villes ou dans la banlieue, dans les nouvelles villes, comme on les appelle, construites par des Algériens et des Chinois, les cités dortoirs. Et c'est le cas un peu partout dans le monde. Donc, comment raconter ça? Comment raconter les vies minuscules c'est ça. Et pour les moins jeunes, c'est la génération de mon père ou qui sont moins jeunes que mon père, parce que j'ai passé ma vie à écouter des histoires dans les cafés, dans les bars, en famille, de ces gens-là. Et plusieurs fois avec des gens qui sont intellectuels, même qui savent écrire. Je dis, pourquoi vous n'écrivez pas votre... Ils disent, tout le monde connaît ça. Et je lui dis, non, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Et parce qu'il y a ce côté oral, il y a cette culture de l'oralité. Donc moi, je me suis dit, bon, on va tenter d'écrire ça noir sur blanc et peut-être ça va. Et tu disais donc justement des histoires, les nouvelles, ça nous permet de revenir au fait que ce soit un recueil de nouvelles. Lorsqu'on a lancé cette collection avec l'éditeur français et que j'avais en tête ton texte à traduire, je l'ai proposé à cet éditeur et il m'a dit des nouvelles, recueil de nouvelles. En France, jamais, c'est pas possible, ça marche pas. Et c'était, bon, je le savais parce que tout le monde n'arrête pas de me dire ça. Je ne sais pas vraiment en Suisse si c'est la même chose, mais c'est important à comprendre. Parce que la nouvelle, c'est un genre dans le monde arabe, dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis et dans le monde hispanique aussi. C'est un genre qui est totalement même roi. C'est la nouvelle, la short story, le qissa. Et en France, paradoxalement, qui est le pays peut-être le pays du roman, de la modernité romanesque, Flaubert, Zola, Balzac, qui a inventé le roman moderne, la France, ils ont un peu de mal avec la nouvelle. Et en même temps, par rapport à tes sujets, à ta démarche, à ce que tu avais envie de raconter, et le fait que tu viennes du journalisme, puis de la poésie, et de la traduction, et de la musique, peut-être de tous ces univers qui sont, voilà, comme des confettis comme ça, les nouvelles, c'était aussi la bonne manière pour raconter ces histoires que tu as envie, comme si tu n'avais pas encore le projet d'un roman qui englobe tout, mais qu'il fallait commencer par ces petites histoires, par ces histoires, par la nouvelle. Alors, j'ai envie de te poser une question. Justement, je disais comment tu te situes par rapport à l'histoire littéraire algérienne, mais pour toi, la nouvelle, c'est quoi?
par rapport au monde arabe, évidemment, parce qu'on a de grands nouvellistes dans le monde arabe, vraiment de très grands nouvellistes. Évidemment, je sais que tu es grand lecteur de littérature aussi américaine, et on ne peut pas ne pas lire la littérature américaine sans passer par la nouvelle. Et le monde hispanophone aussi, la littérature hispanique, est traversée de grands nouvellistes. Comment est-ce que c'était une démarche volontaire en te disant je dois commencer par la nouvelle ou je veux commencer par la nouvelle? Ben, je pense, pour faire court, bon, la nouvelle, peut-être, elle ressemble beaucoup plus à l'article, donc ce que je fais dans mon métier. Même si j'ai commencé à écrire, il y a plusieurs nouvelles qui font 20 et 30 pages, qui ont commencé avec... au début, c'était une nouvelle de 3 pages. Mais en lisant, justement, en lisant les Américains, mais surtout les Russes du 19e siècle, Gogol, Tchekhov et tout, et on découvre... Kafka aussi, c'était un nouvelliste, on oublie. Kafka, c'était un nouvelliste. Même ses romans, c'est des novellas ou des nouvelles longues. Donc c'était un peu ça, parce que je voulais raconter plusieurs choses à la fois. Donc plusieurs... Tu aurais pu prendre le schéma d'un grand roman choral avec plusieurs personnages et plusieurs Je histoires. sais pas, peut-être que j'avais pas le moral ni les muscles pour faire ça. Mais je savais que je voulais raconter une chose qui n'est pas le roman, et surtout quand j'ai appris que la nouvelle, c'est pas un roman avorté, au fait. C'est pas un projet de roman qui n'a pas réussi, donc ça donne une nouvelle. C'est comme peut-être dans le cinéma, le court et le long métrage. C'est pas parce qu'on n'a pas l'argent. C'est un genre. Et dans le monde arabe, il y a déjà cette tradition-là depuis les années 60. Surtout en Égypte, mais au Maroc aussi. Et les Américains. C'était vraiment, bon, je sais pas, moi quand j'ai lu Raymond Chandler, Raymond Carver, les nouvelles d'Hemingway et tout, c'était le choc. Flannery O'Connor, c'est l'amour de ma vie. C'est quoi? A good man is hard to find. Un homme bien, ça court pas les rues, si j'ai pas oublié le titre en français. Et il y avait ça, mais en même temps, en Algérie, il y avait des gens comme Chouki Ammari, publié chez Berzer, comme Hajar Bali, publié chez Berzer, qui ont fait de la nouvelle. C'était pas un genre, mais on est beaucoup plus poète ou romancier. Donc c'est comme le cas en France. Qu'est-ce que vous faites? Et je savais que peut-être c'était un pari un peu délicat, mais je voulais vraiment faire ça. Raconter tous ces personnages-là, et à des époques différentes, des classes sociales différentes. Donc ça vient de... En même temps, parce que j'ai fait un peu de poésie, il y a cette possibilité d'injecter de la poésie dans des passages, sans que ça soit ringard. Donc c'est un peu ça, c'est ça. Voilà. Alors pour finir, avant d'ouvrir la discussion, revenir sur Alger quand même, on a commencé bien sûr en parlant de ça, des périphéries, du centre. Est-ce que tu dirais, est-ce que ce serait abusé de dire que le personnage principal quand même, le personnage de ces nouvelles, c'est pas Alger, c'est le territoire d'Alger tel que toi tu l'as vécu, venant de la périphérie, de la banlieue, j'allais dire de la marge, mais de l'extérieur vers l'intérieur, mais une ville qui n'est ni Alger-la-Blanche, ni un décor de carte postale, les banlieues dont tu parles, les périphéries dont tu parles, et notamment à l'Est, qui n'a jamais été réellement écrit. On n'a jamais écrit sur la région Est d'Alger réellement. Est-ce que c'est ce cadre-là, c'est cet Alger-là qui est le tien et qu'on a du mal en même temps à dessiner, à bien figurer? Il y a les trains, il y a les taxis, il y a les voitures, on marche beaucoup. Et en même temps, on n'arrive pas à se faire une idée précise de cette ville. Comme si elle était tout le temps comme ça, mouvante. Elle n'est jamais figée dans un décor, alors que ça pourrait être un décor. Alger, c'est quand même un décor. La baie d'Alger, c'est peut-être pas Alger la Blanche.
On s'en fiche, mais c'est quand même un décor tellement impressionnant avec un côté dramaturgique, théâtral. Mais chez toi, non, ce n'est pas ça que tu cherches. Ben, je pense déjà, en gros, la banlieue ouest à Alger, c'est la banlieue des riches. Même la présidence, quand ils ont fait la deuxième résidence depuis longtemps du président, c'est à l'ouest. Les Algérois purs, durs, quand ils vont construire leur villa où ils ont quitté, pas forcément des riches, mais des gens de la ville, ils partent vers l'ouest. Historiquement, l'ouest, même chez les Ottomans avant les Français, c'était les beaux jardins, les grandes fermes, etc. Même par les noms d'Al Ibrahim, Baba Hassan, Baba Ali, c'est des noms un peu qui ont Qui évoque l'opulence un qui évoquent un côté comme ça ottoman. L'Est, donc historiquement, il y a une histoire sociale depuis la colonisation. C'est plus populaire. Il y a les trains déjà, parce que c'est plat. Pas comme l'Ouest, c'est des collines. Côté foot. Donc les trains, ça veut dire les usines aussi. Oui, les usines, Les zones industrielles. Le foot, c'est l'Est aussi. Le golfe d'Alger, il commence depuis Bab el Oued et il finit à l'Est. Donc je cite le port de Tememfoust. Donc il y a tout un côté. C'est une miniature, il y a beaucoup de couleurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de riches, au contraire, il y a beaucoup de nouveaux riches, il y a des hommes d'affaires louches, etc. Et on ne raconte pas souvent ça. Tu m'as dit le personnage, comme on dit pour Nejma de Katib Yassine, le vrai personnage, Nejma, c'est l'Algérie. C'est comme si Nejma est une femme, c'est pas suffisant. Donc non, c'est le symbole de l'Algérie. C'est une métaphore de l'Algérie, je sais pas, peut-être. Mais moi, je dirais que plus intéressant que le personnage, c'est vraiment la cartographie. C'est marquer un territoire. C'est ça ce qu'on fait. C'est marquer un territoire et dire, pas que je vais écrire pour venger ma classe ou ma race. C'est pas ça. C'est juste marquer un territoire. Et il y a une question dans ma tête. Il y a quelques années, on était avec des amis travaillant sur un magazine littéraire qui s'appelle Fasl, des éditions Motif à Alger. Et on parlait avec un gars qui est un grand lecteur de littérature, qui essayait d'écrire et tout. Il écrit en français. Et il nous disait, j'essaye d'écrire sur mon quartier, qui est un quartier comme ça, cité dortoir, mais j'arrive pas parce que nommer les choses, nommer les lieux, c'est pas comme Marquez quand il parle avec des noms comme ça, des Caraïbes un peu exotiques. C'est pas la rue Rivoli à Paris, c'est pas. Et c'est la grande question de la littérature tiers-mondiste dans le XXe siècle. Comment parler des choses peut-être pas sexy, comment les rendre sexy, comment nommer gens qui sur une pierre posent une autre et nomment la terre. Je pense que c'est ça. Comment parler de la marge, de sa banlieue, et comment, genre moi, justement, c'était ça la question, c'était ça le défi, de parler de ça. C'est par Raya, qui est mon quartier, qui est ma banlieue. Et on était à Paris, il y avait des gens qui me parlaient de Raya, ils n'arrivent pas à prononcer le truc. C'est de mettre ça sur la carte. C'est pas pour. C'est juste mettre ça sur la carte pour dire à un Suisse ou un Italien ou un Colombien qui vient aussi d'un quartier quiconque, lambda, c'est les mêmes choses qui arrivent un peu partout dans le monde, peu importe la couleur, la religion, le climat et tout. Il y a des gens qui m'ont dit, ah oui, on a lu votre livre, dans notre tête c'est Alger la Blanche, ensoleillé, le pays du soleil, on n'a trouvé que la pluie. J'ai dit, les gars, ça pleut ici. Et ça pleut, c'est pas que le soleil. Donc voilà, j'aime bien des fois quand il y a des contre-pieds comme ça. Alors, je ne sais pas comment on va organiser la discussion, si vous voulez intervenir d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des questions à l'auteur ou des témoignages, lecture ou de vie.
Voilà, je vous laisse réfléchir. Quelque chose m'interpelle beaucoup, c'est vos écritures différentes. Votre écriture journalistique, votre écriture poétique et je dirais romanesque aussi. Hein. J'aimerais savoir comment vous arrivez à maîtriser les différences. Comment vous arrivez, quand vous écrivez une nouvelle par exemple, à y mettre ou à n'y pas mettre de la poésie. Moi, je suis très sensible à la poésie. Je pense que la poésie, elle est tous les jours dans la rue, dans les gens. Ouais. Quand on écrit une nouvelle ou un roman, cette poésie-là, on peut l'amener. Mais comment l'amener en gardant une écriture romanesque? Souvent, l'écriture, c'est la réécriture. Le premier jet, le premier brouillon, la première écriture, c'est pas bon. Et donc, j'imagine que, par exemple, moi, en écrivant une nouvelle ou de la fiction, on va dire, l'écriture romanesque, sûrement, il y a du journalisme, et il y a de la poésie, il y a du n'importe quoi aussi. Et c'est en réécrivant, en essayant de corriger, d'éditer ça, qu'on va pouvoir mettre un peu d'équilibre. On va voir, on va relire. Mais par exemple, vraiment, des fois, je me retrouve à... C'est quoi ce paragraphe-là? C'est presque du journalisme. Après, c'est pas grave si on sait maîtriser ça. Et pour la poésie, je vais citer notre ami Jean Richard, des éditions d'en bas. On était dans le train, il parlait d'un livre qu'il a édité et il a dit le but aussi dans l'écriture, c'est pas de dire ça, c'est beau, mais c'est d'amener le lecteur d'une façon ou d'une autre, par le style, par la poésie, par je sais pas quoi, qu'il va voir, sentir cette beauté. Je pense c'est ça aussi la poésie. C'est pas... Donc si on arrive à faire ça dans un paragraphe ou dans une phrase, on a réussi. Même sans lyrisme, même sans rime, sans rien, on a réussi. Voilà. Amener la poésie dans l'écriture journalistique. Vous avez déjà essayé? Oui, souvent quand je me bagarrais avec le rédacteur en chef, parce que moi j'aime bien mettre j'aime bien mettre des dialogues quand je fais des reportages, les dialogues des gens. Et souvent c'est par les punchlines, c'est par les phrases, surtout dans des moments de tension politique ou sociale, les gens disent des phrases intéressantes. Moi j'essaye vraiment de mettre ces phrases-là. Donc ne pas vraiment de travailler mon style, mais de prendre un truc du réel, brut, comme ça, cru, et de le mettre dans le texte. Oui. Moi, je me demandais quelle était la réception que vous avez eue. Quelle réception vous avez eue, notamment par rapport à cette idée d'écrire quelque chose qui n'a pas été encore décrit, qui est peut-être un quotidien ou une réalité peut-être pas glamour ou pas pittoresque, je ne sais pas, ou en tout cas nouvelle dans la littérature. Et est-ce que les Algérois en premier lieu, mais après aussi les Français ou d'autres, quel a été le retour sur ça? C'est juste merci pour la question, pour préciser. C'est pas qu'elle n'a pas été écrite avant. Je sais pas comment décrire ça. Il y a des gens qui ont parlé des petites villes, mais chacun son style peut-être. La réception, c'était, par exemple, pour l'arabe, c'était souvent la langue. Mais pourquoi les différents langages? Pourquoi le dialecte? Comment on fait ça? C'est beaucoup plus sur ce niveau-là. Le français, je ne sais pas. Déjà, est-ce que ça a marché les nouvelles en France après 6 mois? On va demander à l'éditeur. Parce que les Français nous ont dit que ça ne va pas marcher. Mais je ne peux pas répondre à cette question. Non, en tout cas, moi je n'ai pas la partie française évidemment, parce qu'il y a un éditeur en France, Philippe Rey, qui était content en tout cas de la réception pour un premier livre déjà, il faut aussi le signaler, traduit
et que ce soit des nouvelles. Donc c'est vraiment, on a un peu accumulé les couches de difficultés parce qu'en général, dans le monde et en France en général, on adore les romans et les premiers romans. Ça, ils adorent. Les premiers romans, ils adorent. D'ailleurs, on attend ton premier roman. Mais le premier livre d'un auteur, d'un jeune auteur qui est traduit de l'arabe, et que ce soit des nouvelles, c'est quand même un peu casse-gueule. Et je crois que l'accueil a été raisonnablement bon et que, à la fois critique mais aussi public. C'est pas un livre qui va finir au pilon. Avec l'idée que, alors il y a une histoire de la littérature algérienne en France. C'est une histoire à écrire d'une certaine manière en français et en France, puisque les premiers grands textes de littérature moderne algérienne sont parus dans des maisons d'édition françaises d'abord. Dès la fin des années 40, que ce soit Baous Amrouj ou Mohamed Dib en 1952, il publie Au Seuil, chez Gallimard, chez Julliard, évidemment chez Maspero, que vous connaissez un peu en Suisse. Donc il y a une histoire. Et donc, quand les lecteurs français ou francophones découvrent un auteur traduit de l'arabe, il n'y a pas beaucoup d'auteurs arabophones algériens traduits en français. Il doit y en avoir quoi ? 4 ou 5. Ben Haddouga, qui est le premier, celui dont on dit qu'il a fait le premier grand roman arabophone en 1972. Il a fallu attendre 10 ans après l'indépendance pour avoir le premier roman moderne en arabe. A été traduit, mais pas très lu. Pas beaucoup, oui. Parlotar a été traduit, donc il a cité par Marcel Doigt, pas beaucoup lu. On va dire que le seul qui est maintenant un peu traduit et lu, c'est Wassine El Araj, qui est traduit depuis une vingtaine d'années, qui a eu un succès raisonnable, surtout avec le livre de l'émir. Mais disons, la littérature arabophone, voilà, c'est encore un continent caché. C'est un peu la partie immergée de l'iceberg qui commence à émerger. Et pourquoi il y a une forme de paresse de réception chez le lecteur? Évidemment, on préfère lire directement en français et traduit de l'arabe. Et c'est aussi peut-être l'idée de dire que c'est une nouvelle génération qui, depuis 20 ans, écrit dans une autre langue. Et si on écrit dans une autre langue, c'est qu'on écrit différemment. Et si on écrit différemment, on raconte d'autres choses que par rapport à la langue française. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, mais c'est un autre angle. C'est différent. Et c'est un angle, c'est comme s'il y avait un angle mort qui n'avait pas été dit en langue française. Et je pense de Mohamed Dib jusqu'à Yasmina Khadra, de Malik Haddad jusqu'à Kamal Daoud, et aujourd'hui jusqu'à Kautal Adimi, on va dire. Et là, tout d'un coup, on tire le rideau sur une autre réalité, et je crois que cette littérature, le fait de la traduire de l'arabe, donne une autre tonalité, un autre son de cloche, d'autres images, une autre façon d'agencer les images, un autre rythme, parce qu'évidemment, un écrivain francophone algérien, il va être habité, il va être lesté en même temps, alourdi par toute une histoire de la littérature algérienne. C'est-à-dire quand on écrit en français en Algérie, on a des monuments comme ça, on en a au moins 3, c'est Kateb Yassine, Mohamed Dib et Assia Djebbar, et Boudjedara. Et c'est une langue qui une charrie tellement d'histoire, qui est lourde au sens propre du terme. Nejma ou Boudjedara, c'est lourd comme littérature. Alors que je crois que quand on vient dans la langue arabe, on est évidemment lesté de toute l'histoire de la langue arabe, mais de toute l'histoire de toutes ces langues arabes, de la langue française, et en même temps d'une génération qui n'a plus cette culpabilité ou ce poids ou cette lourdeur au sens propre. Et voilà, et je crois que c'est ça qui est intéressant dans la recherche, dans la démarche et dans la musicalité. C'est pour ça que je disais, il y a la musique, le montage, le rythme, dans les textes, dans l'écriture de Salah Badis, il y a tout ça. Voilà, c'est comme un DJ qui essaye de trouver sa façon de mixer, de sampler les sons. On est vraiment dans le sample, c'est-à-dire que là, on pique un peu de berbère, un peu d'anglais, un peu de français, un peu d'arabe, de chants populaires, un peu de chants de Coran, un peu, et on mixe et on avance et on crée une matière sonore, une matière littéraire qui, à mon sens, qui est inédite, mais qui va encore se développer, parce que là, pour moi, c'est encore le laboratoire. Il vient juste d'ouvrir sa salle sa salle de musique, quoi. Ça vient d'ouvrir là, et je pense que ça va encore aller de l'avant. Et pour citer pour donner des réponses concrètes, il y a eu beaucoup de lectrices algériennes de la diaspora, en France notamment, qui m'ont écrit pour justement, parce que cette histoire des petites villes, de banlieues,
c'est un peu l'histoire de tout le monde. Une de ses lectrices m'a dit, bah oui, moi quand je visite l'Algérie, ou je visitais l'Algérie l'été, c'était ça la maison des grands-parents. C'était pas le côté colonial d'Alger, c'était pas ce que je voyais dans les reportages ou je lisais dans certains livres. Une autre a été marquée par un détail dans le livre qui dit que ma mère qui cachait sa parure et son or chez sa mère. Parce qu'elle travaillait, la maison était vide, elle habitait un quartier populaire, donc pour ne prendre aucun risque. Donc je pense, il y avait ce côté de vie minuscule, pour reciter encore une fois le titre de Pierre Michon, qui a touché un peu les gens, parce que aussi c'est un livre qui ne parle pas des guerres. Souvent dans le cinéma ou dans la littérature en Algérie, on a deux guerres. La guerre de libération, que les Français appellent la guerre d'Algérie, et la guerre civile, la guerre contre les civils dans les années 90. Donc souvent on a le sujet, pas vraiment l'histoire avec petit h. Et donc le fait de les gens retrouver ce côté quotidien, ce côté de chaque jour, ces Algériens pas épiques. Souvent il y a ce côté-là, l'Algérien épique, qui est seul contre tout le monde ou qui est tout le monde contre un seul. Donc le fait que raconter, c'est pour ça que j'ai dit que le cinéma en Algérie les dernières années a vraiment fait ça, raconter les vies ordinaires des gens. Donc la réception, en arabe, c'était beaucoup plus la langue, même dans le monde arabe, parce que le livre est sorti à Beyrouth, donc au Liban, a été distribué un peu partout dans le monde arabe, la langue. Et en français, c'était beaucoup plus les histoires. Oui. Ce que je trouve intéressant et prometteur, c'est que j'ai l'impression, mais sans avoir été en Algérie depuis longtemps, qu'il y a une nouvelle génération de votre âge qui a envie effectivement de raconter par la littérature, par la photographie. Je pense à Abdou Chalan qui a fait le portrait, le collectif auquel il fait partie, par le cinéma, et qui ont, j'ai l'impression, envie de se débarrasser de ce poids du passé et vraiment s'ancrer dans le quotidien et pouvoir se projeter. Et donc, du coup, ma question, c'est, pour au récit prenne fin juste avant le Irak, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2024, donc 5 ans déjà, après le début du Irak, est-ce que cette tonalité, ce rythme, ces récits, ces rêves qui sont transmis par des personnages, justement, que vous mettez en avant, seraient les mêmes, ou est-ce que vous pensez qu'il y a quand même qu'il y aurait peut-être un changement, si vous deviez faire un deuxième tome des nouvelles aujourd'hui en 2024, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un changement de rythme? Je pense qu'il y a deux niveaux. Le premier, il n'y a rien qui change, parce que c'est pas, je l'ai dit ou pas souvent, c'est une phrase de Boumediene qui parlait du parti, du FLN. Il disait, mais c'est bien pour l'Algérie aussi. L'Algérie, c'est comme un bateau dans le port. Ça coule pas, mais ça bouge pas. Donc, il y a ce côté-là que rien ne va changer. Donc, dans leur quotidien, etc., bon, à part la hausse des prix, un peu. Sur d'autres niveaux, le Hirak, c'est une réponse à beaucoup de questions. On l'a eu. Donc, la réponse, on l'a entendue, on l'a vécue, on l'a vue en 2019 jusqu'à 2020. Et donc, par exemple, même si je ne formule pas des fois dans les nouvelles ou dans les poèmes avant des choses politiques, mais moi quand je parle de l'ennui, c'est un ennui parce qu'il y a un blocage politique, il y a un blocage social. Ce n'est pas juste l'ennui parce que le spleen, même le spleen de Baudelaire dans le Paris du 19e était un spleen politique. Ils ont changé la ville, ils ont reconstruit. C'est ça la naissance du flâneur dans la ville moderne. Et est-ce que, oui, si je vais faire un deuxième tome, par exemple, si je vais parler de plusieurs... Parce que l'Algérie d'aujourd'hui, elle est différente de 2019. Beaucoup de gens disent « Ah, rien n'a changé ». Non, non, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà au niveau des discours politiques, même si c'est un discours chiant, comme avant, mais avant, on avait... C'était le bordel. Plusieurs personnes... Tout le monde peut parler... je parle de l'élite, donc l'élite qui a les armes et l'argent. Tout le monde peut parler pour dire n'importe quoi. Là, il y a le n'importe quoi, mais pas tout le monde qui peut le dire.
Donc, il y a eu une canalisation. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Oui, il y a des choses qui ont changé. Pardon. Oui, non, mais juste, je dirais que si tu devais écrire un volume 2, parce que ce serait intéressant, je pense souvent, tu as cité les novellistes Hemingway, moi je pense aussi un peu à Fitzgerald. Est-ce que tu dirais que, enfin moi je pense que d'abord tu aurais 5 ans de plus, donc tu aurais une part de naïveté et de spontanéité en moins, et surtout il y aurait une forme de gueule de bois un peu quand même. Un peu comme après la révolution en Tunisie en 2014 ou en Égypte en 2011, etc. Il y aurait une forme de, un peu comme chez Fitzgerald, une espèce de... après l'ivresse, il y a la gueule de bois. Mais il n'y avait pas d'ivresse, moi. Moi, j'étais déprimé tout le temps. Il n'y avait pas d'ivresse. Je sais pas, vraiment, c'est chiant, il y a un blocage, mais justement, genre, en pleine ivresse, il y avait, parce que il y avait comme une lutte de sumo, vraiment, avec le système, dans toutes ses composantes et tout. Mais il y a des choses qui, par exemple, je vais vous dire ça. Moi, je parle beaucoup d'appartements, de problèmes de logement. Il y a un grand problème. Tout le temps, les apparts, le logement, les locations, etc. Les nouvelles villes, les constructions. Mais par exemple, j'ai imaginé une fois, si je vais écrire un truc, c'est des gens qui visitent un appart vide, mais en pleine manifestation. Les manifestations bloquaient toute la ville. Chaque vendredi, pendant 1 an et demi, genre, toute la ville était bloquée, pas de moyens de transport, les flics partout, etc. Il y a des choses qui vont changer. Il y a une naïveté en moins, je pense, pour moi, mais aussi pour les personnages. Exemple, moi j'ai écrit ce livre en 2018. En 2018, moi je suis un supporter d'un club qui s'appelle l'USM d'Alger. Et ce club-là avait des ultras qui chantaient des chansons magnifiques. Et en 2018, il y avait une chanson qui s'appelle La Casa del Moradia. Donc le Moradia, c'est la présidence. Le siège de la présidence à Alger. C'est une chanson magnifique. Et la première phrase, moi je l'ai utilisée dans une nouvelle ici. Donc la première phrase qui parle de quelqu'un qui consomme du shit et qui n'arrive pas à dormir. Et c'est le début d'une nouvelle. Je l'ai utilisée en 2018. Les choses ont fait qu'en février 2022, l'une des choses qui a poussé les gens à sortir dans la rue, c'est cette chanson-là. Et moi, j'ai publié le livre des mois après. J'ai fait le choix de laisser cette phrase, parce qu'on aurait pu dire « Ah, tu l'as utilisé parce que c'est devenu un tube dans les manifestations et tout ». Par exemple, le fait d'utiliser ça en 2018 comme ça, parce que moi j'aime le club et parce que j'ai trouvé la sonorité, je pense que je ne vais pas faire ça maintenant, par exemple. Mais voilà, l'idée de faire un tome 2, oui, pourquoi pas. C'est pas mal, c'est une bonne idée en tout cas. Oui, on proposera à Philippe, il va être content. On peut... Ceux qui parlent eux-mêmes. Oui. Ouais, moi je veux bien. Oui. Malheureusement, je ne vous ai pas lu, mais dans les résonances que j'entends, j'entends cette relation entre l'écriture et le journalisme. Vous avez parlé du travail de la langue. Oui. La littérature algérienne que j'ai pu lire récemment, c'est Daoud ou Ben Fodil, qui eux aussi sont passés du journalisme. Ouais, mais j'aime pas ça. J'aime pas penser que on passe du journalisme à la littérature. J'ai plutôt envie de me dire qu'il y a une question de langue et puis il y a un moment ça se retrouve dans le journalisme. Mais on est venu souvent au journalisme en Algérie parce qu'on aime la littérature et parce que comme être journaliste c'est pas un métier forcément. Ah pardon. Comme être un journaliste c'est pas un métier forcément. Quand on se dit bon on va commencer par le journalisme parce qu'on sait écrire ou on va apprendre à écrire. Voilà. Et donc on vient peut-être de la littérature pour le journalisme. Mais continuez, excusez-moi, je vous ai coupé. Ce qui m'intéresse, c'est que d'ailleurs Kamel, il est passé aussi par la nouvelle. Ouais. Et ce lien entre journalisme et littérature, c'est un lien qui a existé pendant longtemps en Europe, qui existe beaucoup moins aujourd'hui, qui est très fort, je trouve, en tout cas pour ce que je connais chez Daoud et Ben Fodil. Ça fait vraiment sens.
surtout lorsqu'on les lit tous les deux. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous racontiez, c'est ce rapport que vous semblez avoir à la langue et de travailler, que vous disiez, comme on travaille la terre. Ouais. Travailler la langue comme on travaille la terre. Et est-ce qu'il y a une langue qui est en train de s'inventer? Et est-ce que cette langue, et qu'elle peut passer, et elle peut se retrouver dans la littérature, ou elle peut se retrouver dans la poésie peut-être, ou dans l'écriture littéraire, peu importe son format. Est-ce qu'il y a une langue là? Est-ce qu'il y a une langue, et est-ce que cette langue, elle dit quelque chose de l'époque? Vous parlez de traits de l'époque. Est-ce que vous êtes en train de chercher la langue? Vous parliez de après le Irak, mais en fait la langue d'après. Enfin, la langue d'après 62, d'après la guerre civile, d'après les histoires. Est-ce que là il y a est-ce que c'est le lieu d'une liberté possible? Je crois que c'est ça. On a parlé beaucoup de l'Algérie, mais aussi moi j'écris en arabe et je pense que j'appartiens à une génération néo-panarabiste. Parce que dès que j'ai connu Internet, j'ai connu un truc qui s'appelle dans les années 2010 les blogueurs du monde arabe qui étaient avant 2011, avant ce qu'on appelle le printemps arabe. Et moi, par exemple, j'ai appris l'arabe, on n'a pas parlé de ça, mais j'ai appris l'arabe dans les dessins animés et en voyant la télé. J'étais enfant, je parlais la Darija, qui est la langue courante, le dialecte, si vous voulez, mais l'arabe classique. Quand souvent on dit la langue du Coran, pour moi, c'était la langue de Sasuke, de Dragon Ball Z. Donc moi, j'ai un arabe un peu de samouraï, comme tout le monde. C'est un arabe japonais. On voyait des dessins animés japonais et tout. Et après, avec Internet et tout, par exemple en Égypte, ils ont ça. Ils ont vraiment travaillé la langue dans les blogs, dans la presse. Il y a quelqu'un que je vous conseille, on est en Suisse, dans les éditions Zoé, il y a un livre d'un Égyptien qui s'appelle Youssef Rakha, R-A-K-H-A, qui s'appelle Le livre des cercles. C'est un pavé. Ce livre-là, c'est un roman qui parle du Caire, des années 2010, on va dire du Caire, post-11 septembre. Donc le monde islamique et le Caire dans le centre. Ce livre-là, par exemple, il y a des registres de langage de fou. Et lui aussi, les journalistes, Youssef Rakha, mais en anglais dans le The Weekly, l'Ahram Weekly, qui est un journal anglophone égyptien. Ce que vous dites, c'est très intéressant parce que je me souviens que dans la fac, on a eu quelques cours de journalisme, on disait, on a besoin d'un journal qui est une arme politique quand on fonde un journal. C'est pas juste pour donner des infos différemment, mais pour créer une langue. Si on n'apporte pas une langue, ça sert à rien un journal. Ça sert à rien, mais aussi dans la littérature. Et sincèrement, je sens pas qu'on s'intéresse vraiment à cette question que vous posez maintenant. Je parle de mon pays, en Algérie, créer une langue. Parce qu'on est souvent arabe ou français. On a pris cette idéologie de l'État, du système, l'arabe ou le français, comme s'il y a un seul français, comme s'il y a un seul arabe. Mais les nuances, les couleurs, c'est important. C'est pas l'arabe ou le français ou le berbère, c'est plus complexe que ça. Et est-ce qu'après le Hirak, il y a une langue? L'État, le système, c'est le premier qui a dit ça. Il a dit, bon, le Hirak, c'est fini, et maintenant, c'est la nouvelle Algérie. C'était les premiers à essayer de poser une nouvelle cartographie. Et je pense, nous, qui ne sommes pas dans l'État, ne sommes pas dans le système, qu'on essaye de proposer quelque chose de différent, c'est important de penser ça. Parce que les gens dans la musique, le rap ou le raï ou dans d'autres formes musicales, ils font ça. Donc les gens du cinéma et de la littérature, loin des bourses de financement, etc., locales ou étrangères, ils doivent penser à ça vraiment. Donc c'est quoi la nouvelle langue? Merci. Désolée, on va Oui, devoir voilà. malheureusement abréger. Il y a d'autres personnes qui vont venir pour une autre soirée, si vous voulez rester danser d'ailleurs. Ouais. Ah, ok. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot. Non, justement, on va clôturer. Juste remercier une fois de plus Djelbana, et Djelbana, c'est les petits pois.
Et c'est bien aussi dans les registres de langue, justement, aujourd'hui on est beaucoup dans ces choses-là, de nous avoir donc donné l'opportunité de ces lectures, de cette présentation, et j'espère qu'il y aura d'autres occasions. On va essayer de Inch'Allah. continuer. Merci à vous. Merci beaucoup.